Qu'est-ce qui me fait courir? C'est le fait de savoir que tout ça va s'arrêter et que les Américains disent the time is now, le moment c'est maintenant. Et je pense que oui, les choses, c'est maintenant qu'il faut les faire. Et c'est vrai que quand j'ai une idée, il y a un temps extrêmement court entre le moment où j'ai l'idée et le moment où je fais. Voilà, c'est tout de suite, on y va, quoi. 3-4, on y va. Visez la lune, au pire vous atteindrez les étoiles, disait Oscar Wilde. Je suis Isabelle Layer, journaliste et artiste, qui croit fermement qu'agir pour atteindre ses rêves est le premier pas vers le bonheur. Avec Viser la Lune, je vous propose de partir ensemble à la rencontre de personnalités qui ont bravé les épreuves pour atteindre leurs rêves, ceci afin de vous inspirer à avancer vous aussi vers les vôtres. Parce qu'on n'a qu'une vie, alors autant qu'elle soit la plus belle possible. J'ai eu le plaisir d'interviewer Caroline Loeb à l'occasion de l'émission Pause Déj que je présentais durant le confinement. Elle est, elle aussi, un parfait exemple de croire en ses rêves et de les poursuivre chaque jour. Alors, j'ai eu très envie de partager ce moment avec vous. J'espère que vous profiterez de sa magnifique expérience qu'elle partage avec sincérité et passion. Voici tout de suite l'interview de Caroline Loeb. Bienvenue Caroline, tu vas bien ? Ah non, oui. Comment se passe ce confinement ? Écoute, c'est une période très riche, très intéressante. Je dois dire qu'au départ, comme tout le monde, j'étais un peu saisie par la stupeur, la sidération, parce que c'est quelque chose auquel je pense aucun d'entre nous n'était préparé ou pouvait même imaginer. Et puis, très vite, ça m'a fait une espèce de grande bouffée ouf, de respirer en fait. Parce que je trouve qu'on est tous tellement pieds au plancher, la tête dans le guidon. Voilà, moi, ça fait des années, je produis mes spectacles, je joue, je passe d'un spectacle à un autre. Voilà, beaucoup de choses que j'adore faire, évidemment, et vraiment qui me passionnent. Et puis c'est ma vie, c'est le cœur de ma vie. Mais il y a un moment donné où c'était devenu presque frénétique. Et tout à coup, ces vacances forcées, je dois dire que ça m'a fait beaucoup de bien. Je trouve que c'est, bon, évidemment, financièrement, c'est un pur cauchemar, hein, c'est pour nous tous les artistes, hein, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Mais je pense que c'est quand même vraiment l'occasion de se poser des questions essentielles. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on raconte? Est-ce que ça vaut le coup de monter sur scène? Est-ce que, voilà, quelle place ça a ce qu'on fait? J'espère, alors je ne suis pas totalement utopique, je ne peux pas imaginer que tout va être complètement différent après, mais j'espère quand même qu'il va sortir de ça peut-être des choses avec plus de profondeur, voilà, l'art c'est vraiment quelque chose de vital, le théâtre c'est vital, la littérature c'est vital, et il faut qu'il y ait ce caractère un peu vraiment d'urgence, d'importance. Et voilà. Ouais, on revient aux choses essentielles et puis c'est vrai que nous, les hyperactifs, la première chose, ça a été la respiration et puis on s'y remet parce qu'on ne peut pas s'en empêcher et tu vas nous raconter ça. Mais avant ça, une question que j'aime bien poser. Caroline, qui es-tu ? Qui suis-je? Que fais-je? Dans quelle étagère? Que te dire? Je pense que je suis d'abord, avant tout, profondément une artiste. Enfin, c'est con à dire, mais c'est vrai que pour moi, c'est essentiel. C'est le cœur de ma vie. C'est ce qui m'a toujours sauvé la vie. C'est vrai, depuis toute petite, j'étais sauvée par la musique, par la littérature, par l'opéra, par toutes ces émotions tellement fortes qui, voilà, pour moi, sont fondamentales. Et c'est pour ça que le lien avec le public reste quelque chose d'essentiel, parce que je pense profondément que l'art, c'est notre plus belle part d'humanité, sans vouloir tout à coup faire des grandes phrases, mais je pense que c'est important de le dire. Surtout bon, aujourd'hui que la culture est vraiment très en danger. C'est pas des hochets, c'est pas accessoire, enfin, pour moi et je pense pour beaucoup de gens, c'est fondamental. C'est là qu'on peut vraiment retrouver les gens d'une manière complètement intuitive, physique, profonde. Et je sais que moi, ma vie a été complètement changée
par certains auteurs, par certaines actrices, par certains cinéastes. Alors la liste est longue, évidemment, de beaucoup de femmes qui m'ont énormément inspirée. Donc voilà, donc je dirais d'abord artiste. Tu te rappelles de ta révélation, tu sais, le jour où tu t'es dit, mais c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie, quoi. En fait, je vais te dire, il n'y a jamais eu un moment où j'ai imaginé que je ferais autre chose. Ça a toujours été évident. C'était tellement fort. Quand j'avais 8 ans, j'écoutais de l'opéra à fond et vraiment, je me shootais à l'opéra. C'est-à-dire, je le mettais à fond la caisse. J'apprenais l'italien dans le livret. Je connaissais chaque seconde, chaque respiration, chaque virgule de Mozart, de Verdi. Et, et ça me faisait vibrer, mais que j'étais sur un volcan. Et, voilà, je ne savais pas quelle forme ça allait prendre. Donc, quand j'ai eu mon bac en poche, j'ai tout de suite été chez Florence, qui était la chose la plus évidente à faire. On commence par vouloir être comédienne. Et Florent, le fameux cours de théâtre, ouais. Mais j'avais une espèce de fantasme très fort de Hollywood, de toutes ces actrices hollywoodiennes absolument sublimes, en plus sublimées par des dialogues, par des costumes, par des lumières, par des réalisateurs de génie. Donc voilà, j'étais complètement prise par tout ça. Et donc il n'y a pas eu de révélation, il y a eu l'évidence toujours. Eh ben, tu sais quoi, on va approfondir tout ça. Alors toi, tu as un Wikipédia, il fait 8 ou 9 pages, hein, laisse tomber. Et donc sur Wikipédia, on te dit actrice, animatrice radio, chanteuse, metteuse en scène, auteure, parolière. Et moi, je dis entre autres. Mais alors, Caroline, comment est-ce qu'on peut faire autant de choses? Bah, on fait, je sais pas comment te dire. D'abord, j'ai beaucoup d'appétit, beaucoup de gourmandises différentes. C'est que des choses que j'adore faire. Et moi, ma journée idéale, c'est commencer par écrire, avoir un rendez-vous de mise en scène, un rendez-vous pour des costumes ou des décors, être sur scène le soir. Voilà, pour moi, c'est la même chose en fait. Alors, ce qui est très intéressant quand on a différents outils de création, comme c'est mon cas, c'est qu'en fait, je me suis aperçue que chaque forme de création révélait une partie différente de soi. C'est-à-dire que dans l'écriture, j'ai tendance à aller dans des choses plus mélancoliques, plus sombres, toujours avec légèreté et humour, puisque j'ai quand même commencé à écrire des chansons parce que j'écoutais Gainsbourg tout le temps. Donc voilà, j'aime beaucoup cette espèce de désespoir apparemment insouciant. Et, euh, et la mise en scène, ça réveille d'autres choses. Il y a tous les films que j'ai vus, toutes les comédies musicales que j'ai vues, l'expressionnisme allemand. Voilà, donc chaque moyen d'expression me permet d'exprimer en fait tout ce que j'ai mangé, bouffé depuis que je suis petite, de films, de théâtre, de littérature, et qui vraiment me constituent, ça fait partie de moi. Ouais, comme tu dis, ça se complète. Tu le disais tout à l'heure, tu as commencé par les cours Florent, et puis en parallèle, tu faisais de la musique. Ton premier disque, il date de 1983. Et puis, évidemment, 1986, le fameux tube C'est la Watt. Vraiment énorme succès, on va en parler. Avant ça, ton premier album, il a été enregistré à New York. J'ai vu que tu as passé une partie de ton enfance à New York, c'est ça? J'ai passé 6 ans de mon enfance à New York, de 4 à 10. Donc, c'est réellement l'enfance, quoi. J'ai vraiment une enfance américaine et je le sens tous les jours qu'il y a quelque chose de très américain, même si personne dans ma famille est américain. Mais Ouais. à 10, c'est vraiment l'enfance dont on se souvient très bien. C'est tous les ans le Magicien d'Oz à la télé, c'est les Marx Brothers à la télé, c'est habiter en face de Central Park, avoir ce jardin absolument sublime sous ses fenêtres tous les jours. Et en plus, on est dans les années 60, alors tout à coup, ça va faire oh, elle est si vieille que ça, oui. Mais non, quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Enfin, en tout cas, les années 60 aux États-Unis, c'est l'apogée de l'American Way of Life. Et c'est une créativité, il y a quelque chose comme ça, en plus pour les enfants, qui est formidable. Donc voilà, c'est une enfance très joyeuse, très fun. C'est une espèce de... Voilà, dans le Magicien d'Oz, il y a Emerald City, la ville émeraude. Et c'est vrai, moi, c'est resté un peu une bulle comme ça de joie, de bonheur. Ouais. Ouais, c'est peut-être aussi de là le fait que tu ne te sois pas limité, c'est-à-dire que tu peux être
qui tu es, tu peux faire tous les métiers que tu veux, il n'y a pas d'impossibilité. C'est vrai que oui, c'est très américain, bien sûr. Ouais. Les Américains, ils n'ont aucun complexe à faire plein de choses différentes et, et c'est tout à fait accepté et c'est quasiment normal. Et les gens, voilà, les gens disent ah c'est formidable, il fait ça et puis il fait aussi ça, ouais génial. Et que ça constitue aussi sûrement, ça fait partie des raisons pour lesquelles je sens que je peux faire tout ce que j'ai envie de faire. Alors, il y a des choses que je ne sais pas faire, je ne sais pas du tout dessiner. Mais, donc voilà. Bon alors, c'est la Watt, ce succès incroyable, bah parlons-en évidemment. Alors, comment tu l'as vécu? Bon, très bien j'imagine, mais au-delà de ça, vraiment cette flambée, comment on fait quand même pour vivre un truc pareil? Bah, très bien, oui et non, c'est compliqué quand même. En quoi? Bah, c'est un tsunami, c'est pas normal, c'est un truc de dingue. C'est tout à coup, il n'y a pas un endroit où on rentre, pas une pièce où on rentre, pas un restaurant, une boîte de nuit, euh, un café où la chanson ne soit pas en train de passer. Donc, tout à coup, la chanson, elle est partout. Tout à coup, on est invité dans toutes les émissions de télé, de radio. On passe la journée à faire des interviews. Donc, à un moment donné, ça rend un peu dingue. On est en boucle sur un truc, sur soi, on est pressé comme un citron par les médias, ce qui est en même temps extrêmement gratifiant, agréable. On se dit, oh, génial, je suis formidable et tout. Et puis, il y a un moment donné où ça s'arrête et c'est hyper violent. Ouais. Et j'ai eu l'impression, après ce succès qui a été quand même un truc génial à vivre, parce que c'est un fantasme absolu de devenir une pop star, c'est dingue. Mais j'ai l'impression quand même de sortir d'une essoreuse. Ouais, c'est ça. Tu as écrit un livre là-dessus justement qui est sorti en 2006 chez Flammarion, ça s'appelle Has Been et tu dis en fait qu'à un moment, ça s'arrête et on ne s'en rend pas compte tout de suite et que ça, c'est très compliqué. Non, on s'en rend pas compte tout de suite parce que on est parti tellement fort. C'est comme une voiture qui est à 350 à l'heure et on freine pas tout de suite parce qu'on pense que la route elle est encore ouverte et puis le mur est là et le temps qu'on freine, non, on se prend le mur. C'est voilà, on prend des mauvaises habitudes avec l'argent, on compte pas. En plus, moi, l'argent c'est vraiment un truc qui m'a jamais intéressé, donc j'ai jamais compté. Jamais su compter. Et puis voilà, ça ne fait pas partie des choses qui m'intéressent. Donc tout à coup, on se retrouve avec des ardoises, avec des mauvaises habitudes, de claquer. Voilà, donc c'est compliqué. Mais c'est très bénéfique que ça s'arrête. Parce que je pense que quand ça ne s'arrête pas, évidemment, on reste comme ça sur un petit nuage. Alors on fait un tube, un autre, un autre, un autre. Bon, ok, super. Mais je crois que quand même, on perd pied avec la réalité. Oui. Et la réalité, c'est des choses très concrètes tous les jours. Voilà. Moi, je suis très heureuse finalement que les choses se soient faites comme ça parce que quand tout à coup je me suis retrouvée un peu expulsée du showbiz, c'est pas moi qui ai décidé d'arrêter, c'est eux qui ont plus eu envie. Et puis bon, les choses ont changé, le système des maisons de disques a changé, etc. J'ai retrouvé vraiment les raisons profondes pour lesquelles je faisais ce métier. Et j'ai mes racines, le théâtre, l'amour du théâtre. J'ai retrouvé l'amour de la littérature. C'est pour ça que j'ai fait un spectacle sur Sagan, un spectacle sur George Sand. J'ai retrouvé vraiment voilà, des raisons profondes pour lesquelles je faisais ce que je fais. Je pense que si j'avais enchaîné des tubes, bon, ça aurait été sûrement très gai, j'aurais gagné beaucoup d'argent, je serais une super vedette et tout, mais enfin, je m'en fous, quoi, ça m'intéresse pas. Ouais. Et puis c'est pas terrible pour la santé mentale, et puis bah, ça nous déconnecte des autres aussi. Ensuite, tu as fait beaucoup de mise en scène. Justement, tu as voulu te mettre en retrait pour laisser passer ce cap-là. J'ai pas voulu. D'abord, ce qui est assez drôle avec cette histoire de mise en scène, c'est que c'était pas du tout un projet, même pas une envie. Ça m'est tombé dessus vraiment par hasard avec un artiste que j'adore qui s'appelle Michel Hermont, qui m'avait mise en scène quelques années avant, qui devait faire un spectacle au Bouffe du Nord, un récital autour d'Edith Piaf, et qui s'était fait planter par son metteur en scène 15 jours avant. Et par hasard, je me suis retrouvée à l'aider à trouver son costume, et il m'a dit, viens voir une répète, on est au Bouffe du Nord et tout. Et je suis arrivée à la répète, et
tout de suite, j'ai su quoi lui dire. Tout de suite, j'ai su lui dire, tu vas rentrer là, tu vas mettre ta main là, ton pied là, ton regard là. Et en fait, c'est vraiment parce que j'avais tellement bouffé d'expressionnisme allemand, de cinéma, que en fait, les images, elles étaient là, les références, elles étaient là. Et donc, je me suis retrouvée metteuse en scène sans l'avoir vraiment décidé, sans l'avoir voulu. Mais je dois dire que ça m'a sauvé la vie. Parce que je me suis retrouvée à une place qui était absolument très différente de celle de chanteuse, même auteur, parce que j'étais quand même co-auteur de Selawat ou actrice. C'est-à-dire que j'étais du côté de tu fais ça, tu vas là, et du côté de là où on décide. Et je me suis aperçue que, parce que c'est vrai que ça retourne beaucoup la tête, hein, un succès comme ça, et puis il y a toujours des gens pour vous dire que non, que vous y êtes pour rien, que, enfin là, surtout quand on est une fille, on n'est pas toujours forcément super bien traité. Donc, être à la place de la mise en scène, je me suis aperçue que je voyais très bien ce que je voyais, que j'entendais très bien ce que j'entendais, que quand je dirigeais quelque chose et que je trouvais ça drôle, que toute la salle riait, que quand ça me faisait pleurer, que toute la salle pleurait, et que voilà, ça m'a remise vraiment en connexion avec ce que j'étais, avec ce que je ressentais. Et je me suis dit, mais finalement, quand même, c'est juste, quoi. Ouais, tu as été ouverte à l'opportunité, tu as suivi le flow et puis voilà, ça t'a ouvert un monde. Ouais. À côté de ça, tu as continué à faire plein de spectacles, dont tu les as cités, hein, les spectacles sur Georges Sand, Françoise Sagan. Celui-ci était mis en scène par Alex Lutz, il était formidable. Tu parlais de ces femmes qui t'ont inspiré, et ça va au-delà de Sagan et de Georges Sand, hein, tu en cites plein. Tu parlais aussi du fait que c'est compliqué d'être une femme. Justement, en quoi elles t'ont aidé, toutes ces femmes? Non, je dis pas que c'est compliqué d'être une femme. Je dis que souvent, voilà, la parole des femmes est un peu, on va dire, pour le moins dévalorisée, que justement, se retrouver par exemple à une place de mise en scène, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des gens qui me respectaient et qui m'écoutaient, mais quand même, en général, les femmes doivent quand même se battre beaucoup plus que les hommes pour se faire entendre. Alors c'est vrai que très jeune, je me suis passionnée pour des super gonzesses, des super meufs. Ils m'ont vraiment mais donné tellement de force, tellement d'outils. Qui, par exemple? Alors, ça va de Marlène Dietrich à Mae West, à Dorothy Parker, qui a été un des plus une femme grande écrivain américaine. Ensuite, évidemment, Georges Sand et Sagan, mais Joséphine Baker, que j'adore, Arletty, Miss Tinguette, enfin, il y en a plein, plein. Et des femmes d'esprit, des femmes qui se sont inventées, qui ont inventé une façon d'être dans le monde. Madonna aussi, pendant longtemps, m'a inspiré beaucoup, avec cette espèce de ténacité complètement hallucinante. Et c'est vrai que moi, ce que je trouve important, en tant que femme, en tant que femme artiste, c'est et ce qui me plaît chez les autres, c'est celles qui inventent une place qui n'existait pas. Et moi, il y a quelques années, il y avait un journaliste qui m'avait dit, mais en fait, ce que vous faites là, de faire de la mise en scène et de jouer après avoir fait un tube, ça n'existe pas. Ben, si, ça existe. La preuve, je le fais. Mais c'est vrai qu'avant moi, ben, ça n'existe pas tellement, quoi. Et toutes les femmes que j'ai citées, c'est des femmes qui ont cassé des codes, qui ont ouvert des fenêtres, qui ont fait exploser des trucs, qui en ont pris plein la gueule aussi, parce que c'est pas, faut pas croire que c'est toujours facile, ou même jamais facile. Mais moi, ces meufs-là, elles me donnent envie de continuer, elles m'inspirent. Aujourd'hui, il y en a d'autres. Il y a Annie Ernaux qui m'a beaucoup touchée. Les années, c'est un livre qui m'a absolument bouleversée. J'ai adoré King Kong, théorie de Virginie Despentes. Après, il y a des choses avec lesquelles j'ai moins accroché, je dois dire. Mais King Kong théorie, c'était une grosse mandale, quoi. C'était formidable. Voilà, donc c'est vrai qu'être une femme artiste, c'est très différent quand même d'être un homme artiste. Parce qu'en plus, ben, on s'occupe de la maison, des enfants, si on a un mec, de son mec. C'est pour ça aussi que Georges Sand m'a beaucoup intéressée parce elle était à la fois, elle travaillait toute la nuit, elle s'occupait des enfants, de la maison, de la cuisine, du jardin. Elle était révolutionnaire. Voilà, moi j'adore les personnages comme ça
qui sont tellement curieux, tellement gourmands de plein de choses. C'est des grandes bouffées d'air, ça fait du bien, quoi. Ouais, et qui ne se limitent pas, qui prennent leur liberté. Tu fais partie de ces femmes-là, hein, et ces femmes-là, elles nous montrent que tout est possible à nous, les autres femmes. Et ce sont vraiment des exemples qui sont importants. Alors justement, si on parle de cette dernière année, 2019-2020, toi, en avril 2019, tu as été meneuse de revue du Fashion Freak Show de ton ami Jean-Paul Gaultier aux Folies Bergères. Alors bon, tu m'as fait rêver, hein, parce que moi, je rêve de faire ça. Euh, Ça a dû être une expérience incroyable. Ah, c'était un fantasme absolu. Tu m'étonnes. Alors, je citais Miss Tinguette et Joséphine Baker. Ben là, j'étais sur les planches qu'elles avaient foulées. J'adore le musical. J'ai une passion pour le musical. Zizi Jeanmaire, j'ai oublié de citer la sublime Zizi Jeanmaire qui est toujours vivante, que j'adore. Et ah oui, c'était très très fort. C'était magnifique. Moi, ce qui m'a le plus plu, je dois dire, à part le fait d'être sur cette scène, dans ce théâtre mythique et dans le show de Jean-Paul Gaultier, c'est de voir des coulisses. Tous ces artistes extraordinaires, ça c'était vraiment magique. Ouais, j'imagine. Ensuite, tu as enchaîné avec deux autres spectacles, hein, toujours sur cette dernière année. Donc, Bye Bye Tristesse, les chansons de Françoise Sagan. Et puis, Chiche, un spectacle où tu racontes ta vie. Mais au fait, qu'est-ce qui fait courir Caroline Loeb? Non, ça revient à ce que je disais au début, c'est un besoin vital, c'est un rapport au monde, c'est un rapport aux autres. C'est aussi que je suis, comment dire, traversée par des choses parfois très compliquées, on va dire, hein, pour employer un euphémisme, et que c'est quand même la création, ça permet de résoudre, au moins pendant le temps du spectacle et pendant le temps de la création, de résoudre des choses, puis voilà, de trouver une place qui soit un petit peu à la hauteur de ses rêves. Oui. Et j'essaye de pas lâcher ce que j'ai envie de faire et chaque fois de faire un peu mieux. Chaque fois de faire un peu mieux. J'ai l'impression que le partage et les autres, c'est important aussi dans ta vie. Ben, oui, ce qui est important, c'est de partager des choses qui sont essentielles pour soi. Et c'est vrai que quand je jouais le spectacle Sagan, là pendant 2 3 ans, mais c'est inouï. Les échanges que j'ai eus avec les gens étaient d'une telle qualité après le spectacle, même des gens que je connaissais depuis longtemps, j'avais l'impression de leur avoir jamais vraiment parlé avant de les voir après la sortie du spectacle, parce que ça parlait de la mort, ça parlait de la solitude, ça parlait de choses comme ça, philosophiques, parfois dures, et tout à coup, on se retrouvait dans un échange qui n'était pas frivole, qui n'était pas superficiel, qui n'était pas blabla, rien dire. Et, et donc, c'est vrai que le spectacle, ça a cette vertu-là, c'est aussi de se connecter, pour moi. Et je parlais bon, voilà, de la mort, de la solitude. C'est vrai que moi, je suis très, 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 très obsédée par ça. Je pense que c'est aussi une des raisons. Voilà, maintenant, je peux répondre à ta question. Qu'est-ce qui me fait courir? C'est le fait de savoir que tout ça va s'arrêter et que les Américains disent The time is now, le moment c'est maintenant. Et je pense que oui, les choses, c'est maintenant qu'il faut les faire. Et c'est vrai que quand j'ai une idée, il y a un temps extrêmement court entre le moment où j'ai l'idée et le moment où je fais. Voilà, c'est tout de suite, on y va, quoi. 3 4 on y va. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est une des astuces en fait essentielles dans la vie, quoi. Pour avancer, c'est arrêter de tergiverser et puis carrément passer à l'action. Ouais. Tu parlais justement de tes rêves. C'est quoi ton plus grand rêve? Oh, je sais pas. Je pourrais pas dire parce que finalement, j'ai accompli quand même des choses qui étaient des grands fantasmes. Tu disais les Folies Bergères, mon dernier spectacle, le Chiche, avec des musiciens, avec mes chansons, raconter des moments de ma vie. Voilà, inspirée parce que j'ai pas parlé tout à l'heure de Bette Midler, mais Bette Midler, elle a changé ma vie aussi. C'est une artiste qui m'a tellement, tellement inspirée. Donc voilà, maintenant, j'ai juste envie de continuer, retrouver, j'espère, les planches. Mais je sais pas en fait, je sais pas, parce que voilà, ce confinement change beaucoup de choses. On ne sait pas comment on va reprendre, dans quelles conditions.
Je suis aussi prête à accepter que ça s'arrête. J'ai tout de suite été prête à accepter que ça s'arrête parce que je peux aussi faire autre chose. Je ne sais pas quoi. À un moment donné, je me suis même dit, je peux aussi ne rien faire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, oui. Donc ouverture, acceptation, tout est possible, on verra bien. Écoute, on a hâte de découvrir ce que tu vas encore inventer, créer, sur scène ou dans d'autres multiples aventures, hein. Je suis sûre que tu vas encore nous étonner. En tout cas, merci infiniment Caroline d'avoir partagé ce super moment avec nous, avec ta générosité. On te souhaite beaucoup de bonheur, de plaisir, de joie. Et puis à vous tous aussi, hein, comme Caroline, réalisez vos rêves. On n'a qu'une vie, alors faites tout ce que vous avez envie de faire. Merci encore infiniment, Caroline. Merci. Voilà, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que cette interview faite avec le cœur vous inspirera. Nous serions d'ailleurs heureux de lire vos réactions et témoignages dans les commentaires. Vos retours sont précieux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et aussi à mettre une note 5 étoiles. Déjà, ça fait très plaisir et en plus, ça aide à faire grandir le podcast. Et puis, abonnez-vous pour être informé des prochains épisodes car de très jolis invités arrivent encore. Soyez heureux et continuez à viser la lune car c'est dans cette direction que vous rencontrerez vos rêves. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.